Bonsoir et bienvenue sur la chaîne des valeurs. Mesdames, Messieurs, il est 20h, voici les titres. La révision du fichier électoral démarre pour inscrire les Sénégalais détenteurs d'une carte nationale d'identité mais absents des listes électorales. Plus de 528 commissions sont déployées dans tout le pays. Le directeur général des élections appelle à une mobilisation massive. Birane Sène rappelle que la carte d'identité nationale est accessible dès 5 ans. À Bargny, la justice valide définitivement l'infrastructure énergétique après des années de contestation. Les organisations environnementales qui dénonçaient ses effets sur les activités locales voient leur recours rejeté. Désormais, la décision s'impose à tous. Les habitants redoutent les conséquences sur leur quotidien. L'Alliance pour la République défend le député maire Farba Ngom cité dans l'affaire des 125 milliards épinglés par la CENTIF. Le parti dénonce des rapports de la Cour des comptes qu'il juge biaisés contre l'ancien régime, tandis que la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu l'accuse de violer le principe du contradictoire. Voici le sommaire, dans un instant, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Au Sénégal, 3 millions de voix en suspens. Près de 3 millions de Sénégalais ont une carte d'identité nationale mais ne votent pas. Pour y remédier, la Direction générale des élections déploie plus de 528 commissions dans tout le pays. Birane Sène rappelle que la carte d'identité nationale est accessible dès 5 ans. Nous l'écoutons. La révision ordinaire a un délai fixe, fixé par le législateur, du 1er février au 31 juillet. Alors que pour la révision exceptionnelle, ce n'est pas fixé par le code électoral, c'est le président de la République qui en décide. Et les délais et les procédures, les gens peuvent en discuter. Mais pour la révision ordinaire, c'est prévu, l'administration l'a initié, on est en train de l'exécuter. Et donc je pense que c'est ça le rôle d'une administration responsable, d'une administration professionnelle. Mais la DAF avait fait état à peu près de 2 900 000 de personnes qui disposent de la carte d'identité biométrique CEDEAO, mais qui n'ont pas de données électorales. C'est les cartes que vous voyez, on inscrit derrière, personnes non inscrites sur le fichier électoral. Donc cela veut dire qu'on a à peu près 3 millions de personnes qui détiennent la carte, mais qui n'ont pas de données électorales. Donc ces personnes, maintenant, c'est la majeure partie des cas des primos, qu'on appelle des primo-votants, ce que vous appelez les primo-votants. Il y a la loi de 2016 sur la carte d'identité biométrique CEDEAO, qui prévoit que tout Sénégalais qui a 5 ans peut avoir la carte d'identité. Un Sénégalais âgé de 5 ans peut avoir la carte d'identité. Si vous avez 15 ans, ça devient une obligation. Si vous ne l'avez pas, on doit même vous poursuivre. Donc 5 ans, vous avez un fils qui a 5 ans, vous pouvez venir à la DAF, on vous fait un peu une carte. En 2 semaines, vous avez votre carte. Parlons justice à présent avec des poursuites qui pourraient être menées contre les personnes dont la gestion a été incriminée par la Cour des comptes. Selon la garde des Sceaux, toute personne impliquée dans la malversation contestée par la Cour seront traduites en justice conformément à la présomption d'innocence. Le ministre de la Justice s'exprimait en marge d'une rencontre du gouvernement avec la presse. Nous l'écoutons. L'exploitation de ce document a permis de relever qu'en dehors des taux anormalement élevés de la dette, des manquements graves qui pourraient revêtir diverses qualifications pénales ont été constatés. Du faux en écriture, faux en informatique, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des deniers publics, blanchiment d'argent et enrichissement illicite, complicité et recel de ses chefs. Ces faits pourraient, à l'analyse, impliquer diverses personnes, notamment d'anciens ministres, des directeurs généraux, des comptables, des gestionnaires et d'autres particuliers. C'est pourquoi il est envisagé, dans le respect strict des principes directeurs de la procédure pénale, notamment la présomption d'innocence,
le respect des droits de la défense, le respect du principe du contradictoire, la mise en œuvre diligente de toutes les mesures judiciaires nécessaires à l'élucidation de ces faits, l'identification complète de tous les responsables de ces irrégularités et leur traduction devant les juridictions répressives compétentes. La sortie de ce rapport d'audit décèle des anomalies graves dans plusieurs secteurs des finances publiques, des anomalies qui pourraient déteindre la note du Sénégal, notée de 13 à 20 à l'indice de développement humain. Cette note pourrait régresser selon le ministre de l'économie, mais les perspectives restent bonnes pour le pays, a déclaré Abdourahmane Sarr. Donc il y a un stock de dette, mais ce stock de dette aura une trajectoire baissière. De ce point de vue, il est important que ceux qui font la notation puissent apprécier cet aspect-là. La structure de notre dette est également bonne. Je disais tout à l'heure qu'en moyenne, en termes de coût, la dette nous coûte à peu près 4,5%. 4,5% parce que dans sa composition, il y a un certain nombre de facteurs. Il y a les dettes concessionnelles qui sont à l'intérieur, etc. Et la croissance du PIB du Sénégal, le ministre des Finances vient de le dire, est bien au-dessus de ce coût de la dette. Alors, ce qui fait que si la trajectoire donc, de consolidation budgétaire que nous avons l'intention de faire est respectée, la perspective sera bonne. Alors cette perspective étant bonne, on ne devrait pas avoir de difficulté à convaincre nos partenaires et ceux qui nous prêtent que le Sénégal demeure un pays crédible et que notre dette est donc soutenable. C'était pour répondre à votre question par rapport à la capacité à très court terme de financer donc notre déficit. Et peut-être juste ajouter que dans le financement de notre déficit, il y a les projets sur financement extérieur. Ces projets sur financement extérieur peuvent avoir des disponibilités en termes de ressources qui sont là. Restons sur ce rapport de la Cour des comptes où Maître Aïssata Sall pense que cette sortie du gouvernement sur la gestion économique de 2019 à 2024 vise à salir le dernier quinquennat du président Macky Sall. L'APR n'a pas bien apprécié la forme et le fond de la publication du rapport d'audit de la Cour des comptes. La présidente du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal accuse la Cour de violation du principe du contradictoire. Maître Aïssata Sall que nous écoutons. On sait comment les audits se passent. Pour auditer quelqu'un, on fait l'exercice. Une fois qu'on a fini, on dit à la personne auditée, voilà ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses? Et la personne fait ses observations. Et une fois que la personne a fait ses observations, la Cour des comptes sort son rapport définitif. Dans cette affaire, jamais les ministres des Finances du gouvernement de Macky Sall, Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo et Yankhoba Moustapha Ba, dans l'accueil au paradis, jamais on a dit à l'un quelconque d'entre eux qu'est-ce que vous pensez de cela. Personne. On a fait comme si l'interlocuteur de la Cour des comptes, c'est toujours du ministère des Finances avec les nouvelles autorités politiques. Donc, le principe du contradictoire a été violé et de façon flagrante par la Cour des comptes. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler un audit. Toujours sur la forme. Moi, j'ai été étonnée parce que quand le rapport, on l'a lu, moi j'ai tiré un document physique. Vous ne verrez aucune signature dans ce rapport. Qui a signé ce rapport? Qui a fait ce rapport? L'Alliance pour la République mobilise pour défendre le maire et député des Agnam Farba Ngom. Son audition a eu lieu ce jeudi devant le parquet financier dans l'affaire des 125 milliards de francs CFA. Épinglé par un rapport de la CENTIF, Farba Ngom serait une cible du pouvoir, selon Oumarium, que je vous propose d'écouter. Jusqu'au moment où l'Assemblée nationale, à la levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom lui-même ne savait pas
qu'est-ce qu'on lui reproche? L'Assemblée nationale elle-même qui a procédé à la levée de l'immunité parlementaire ne savait pas ce qu'on pouvait reprocher à Farba Ngom. Or, une procédure pénale, ça repose d'abord sur une information préalable. Ça repose sur le principe du contradictoire. Ça repose sur le respect des droits de la défense qui sont sacrés, consacrés par notre Constitution. Moi, nit ki bu ñu koy topp ci mbir moom ci boppam dafa war a xam li ñu koy topp parce que mënoo organiser sa défense su dee yow li ñu lay topp xamuloo ko tey nag dem nañ ci juge d'instruction bi jàpp nañ ne li ñu doon wax démb ak bërka démb report bi am tey de 15 jours pour ñu mën a respecter les droits de la défense confirmer na ne li ñu doon wax démb ak bërka démb mooy dëgg nag. Je vous l'annonçais dans les titres, Bargny devra vivre désormais avec la centrale à charbon. Le réseau des associations de protection de l'environnement et de la nature a été débouté ce jeudi par la Cour suprême lors de son implantation en 2017. Plusieurs associations s'y sont opposées, craignant des impacts négatifs sur l'agriculture et la pêche. C'est un récit signé Mamoudi Thiam. La Cour suprême vient de mettre un point final à un combat vieux de près de 10 ans. Le recours introduit par le réseau des associations pour la protection de l'environnement et la nature a été rejeté par l'instance judiciaire, scellant ainsi l'avenir de la centrale à charbon de Bargny. Une décision qui sonne comme un coup de massue pour les habitants de cette localité située à 35 km de Dakar. Le 30 décembre 2023, le RAPEN et plusieurs associations locales et internationales avaient saisi la Cour suprême pour demander l'annulation du permis d'exploitation et le démantèlement de cette centrale. En cause, des violations présumées du Code de l'environnement et des engagements du Sénégal en matière de protection écologique. Ce jeudi, la justice a tranché en faveur des plaignants, laissant planer un sentiment d'amertume au sein des populations concernées. Agriculteurs, éleveurs, marailleurs, tous s'inquiètent des répercussions économiques et sanitaires de cette centrale. Mais après cette décision de la Cour suprême, l'espoir d'un recours international ou d'une pression diplomatique reste mince, tandis que les autorités de leur localité défendent un projet énergétique stratégique pour le pays. D'après le RAPEN, la présence d'hydrocarbures dans les produits issus de la pêche est une réalité inquiétante. Depuis son implantation en 2017, la centrale à charbon de Bargny est au cœur de préoccupations environnementales. L'Observateur rapporte que près de 70 000 habitants subissent les conséquences directes de cette installation classée incommode, insalubre et dangereuse. Pollution atmosphérique, poussière de charbon transporté par le vent, nuisances sonores, contamination des produits halieutiques sont entre autres griefs signalés par le RAPEN. Autre aspect de l'actualité, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes RTP et les armées sénégalaises ont procédé ce vendredi à la signature d'un protocole d'accord suivi de la remise de 2 véhicules de contrôle équipés. Le directeur général de l'RTP, Dahirou Thiam, a magnifié la belle et fructueuse collaboration qui a toujours prévalu entre les deux institutions et qui se poursuit encore aujourd'hui par la signature d'un protocole d'accord. La mise en œuvre effective de l'accord de partenariat contribuera sans doute à la réalisation des principaux objectifs communs que nous nous sommes fixés, a souligné le patron de l'RTP. En marge de la signature du protocole d'accord, il a été procédé à la remise de 2 véhicules de contrôle équipés acquis dans le cadre du système d'information, de gestion et de contrôle automatisé du spectacle des fréquences. Le colonel Babacar Diagne, représentant du chef d'état-major des armées SEMGA, Mbaye Cissé, s'est réjoui de ce don de l'RTP à la direction des transmissions et de l'informatique des armées. Tout de suite, l'actualité sportive. En sport, parlons Ligue 1 avec le leader, l'Union sportive de Gorée accueille dimanche Guédiawaye FC pour tenter de se relancer et conserver son fauteuil lors de la 15e journée du championnat national de football.
Éliminé jeudi en Coupe du Sénégal par l'Étoile Lusitana, pensionnaire de la Ligue de l'US Gorée, va aborder ce match avec beaucoup d'incertitudes. Depuis 3 journées, les Goréens n'ont pas inscrit de but. Battu par le Casa Sport dans son stade Amadou Barry lors de la journée précédente, Guédiawaye FC va se déplacer à Grand Yoff pour rectifier et bien préparer la phase de retour du championnat. Le Dauphin de Gorée, le Jaraaf, reçoit lundi HLM dans le derby dakarois de la 15e journée. Face à l'avant-dernier du classement, le Jaraaf va tenter de se reprendre par un résultat positif pour ne pas s'éloigner du leader qui le devance de 3 points. Dans un instant, l'actualité internationale. L'actualité internationale en République démocratique du Congo, le Parlement européen a proposé une batterie de sanctions contre le Rwanda pour l'occupation de Goma et son implication dans le conflit en cours. Au Zimbabwe, une collision entre bus et camions fait 24 morts et puis la Russie a rendu les corps de 757 soldats tués au combat à l'Ukraine. Aminata Traoré nous fait le point. Bonsoir. L'actualité internationale que nous démarrons en RDC. Le Parlement européen a proposé une batterie de sanctions contre le Rwanda, l'occupation de Goma et son implication dans le conflit en cours en RDC. Le Parlement appelle à la Commission européenne et le Conseil à suspendre immédiatement le mémorandum d'entente entre l'UE et le Rwanda sur les chaînes de valeur en matière première durable et l'exportation de minéraux extraits des zones contrôlées par le M23. Les eurodéputés demandent également aux institutions financières européennes et internationales de geler l'aide budgétaire directe au Rwanda afin de forcer ce pays à ouvrir à la zone contrôlée par son armée et à rompre tout lien avec le M23. L'assistance militaire et sécuritaire aux forces armées rwandaises est également dans le viseur de cette résolution adoptée à 443 voix sur 495. Et puis au Zimbabwe, une collision frontale entre un bus et un camion fait 24 morts au Zimbabwe. Selon la police, le porte-parole Paul Nyachi a déclaré que l'accident s'était produit dans une ville située à la frontière sud de l'Afrique du Sud. Le bus se rendait de la capitale Harare et avait à son bord plus de 65 passagers. Le porte-parole a déclaré que les enquêtes préliminaires indiquaient que le bus essayait de dépasser un autre véhicule lorsqu'il est entré en collision avec le camion de transport. Le président Emerson Mnangagwa s'est dit horrifié et le cœur brisé et a déclaré que l'accident était une catastrophe nationale. Il a déclaré que le gouvernement prendrait en charge les frais de funérailles et d'enterrement. Et puis en Ukraine, pour terminer, les corps de 757 soldats ukrainiens tués au combat ont été rendus par la Russie à l'Ukraine, a annoncé Kiev ce vendredi, 3 semaines après un échange identique de même ampleur. L'échange de dépouilles de militaires et de prisonniers de guerre est l'un des rares domaines de coopération entre Moscou et Kiev depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. En janvier dernier, l'Ukraine avait annoncé aussi avoir reçu le corps de 757 de ses soldats tombés au combat. Moscou comme Kiev se montrent discrets sur leurs propres pertes militaires. C'en est tout pour l'actualité hors de nos frontières. Merci de l'avoir suivi. Aminata Traoré, cette page internationale met fin à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation. Je vous retrouve lundi soir. D'ici là, passez de très bons week-ends.